camarades, on vous exploite. On vous crève à la tâche. Et... franchement... voilà. Il a raison. Dans Astérix Mission Cléopâtre, la scène de la grève des ouvriers est présente dans un but de comédie, en parodiant les éléments d'une grève moderne dans un contexte anachronique. Les slogans, la manifestation, les camarades... Et pourtant, le film n'est pas si loin de la vérité historique, puisque la première grève connue de l'histoire a eu lieu en Égypte antique, même si c'est 1100 ans avant Cléopâtre. Alors attention, c'est bien la première grève connue de l'histoire. Il est tout à fait possible qu'il y ait eu d'autres grèves plus tôt en Égypte ou ailleurs. Seulement, on n'en a pas encore trouvé de traces. On va donc s'intéresser à cette première grève, son contexte, comment elle se déroule et se termine, mais aussi comment s'organise le travail pour ces ouvriers à l'époque. Et pour faire ça, on va se faire aider par un vrai égyptologue, Simon de la chaîne Pharaon. Allez, générique. La grève qui nous intéresse concerne les ouvriers qui travaillent dans la vallée des rois. Située en face de la ville de Thèbes, de l'autre côté du Nil, la vallée des rois est l'endroit où se font enterrer une grande partie des pharaons du Nouvel Empire, ainsi que certains membres de leur famille. Les tombes sont creusées dans une montagne qui a une forme de pyramide. Comme ça évite de devoir construire sa propre pyramide, parce que c'est classe, mais ça coûte cher. La tombe d'un pharaon est hyper importante pour lui, car c'est grâce à sa tombe qu'il va pouvoir passer dans l'autre monde après son décès. C'est tellement important qu'en général, après son couronnement, une des premières décisions du pharaon va être d'ordonner le commencement des travaux de sa future tombe. Le vizir du Sud, chef des travaux royaux, supervise le chantier et un scribe royal dirige les travaux sur place tout en assurant le lien entre les ouvriers et le vizir. Le scribe fait des rapports réguliers au vizir sur l'avancée du chantier et c'est très important car c'est grâce à ça qu'on connaît cette fameuse grève. Les ouvriers sont en général entre 40 et 60. Mais pour la tombe de Ramsès III, qui est celle qui nous intéresse, l'équipe a été agrandie à 120 ouvriers. Les ouvriers sont divisés en deux équipes, chacune chargée d'un côté de la tombe. Chaque équipe est dirigée par un chef qui, avec le scribe, forme l'équipe dirigeante du chantier qu'on appelle les capitaines de la tombe. On dirait le nom d'une émission de télé où ils redécorent une tombe. Les ouvriers travaillent 8 heures par jour pendant 8 jours, puis ils ont 2 jours de repos. On estime que les travaux de décoration et de creusement de la tombe durent une dizaine d'années environ. Quand ils ne travaillent pas, les ouvriers vivent à Der El Médine, un village qui leur est réservé à eux et à leur famille, à proximité de la vallée des rois. Là, il faut opérer une distinction. Les ouvriers de la vallée des rois ne sont pas n'importe quels ouvriers. Comme j'ai dit plus tôt, on ne rigole pas avec la mort et surtout avec ce qui vient après en Égypte antique. Les ouvriers qui s'occupent de la construction de la dernière demeure du pharaon ne sont donc pas n'importe quels ouvriers. Ce sont des artisans, des artistes spécialisés et hautement qualifiés. Ils sont logés, ravitaillés en nourriture, céréales, fruits, poissons, en eau et en produits de première nécessité. Tissus, huile, éclairage. Ils ont accès à une nourriture diversifiée et parfois même luxueuse. Ce ravitaillement constitue leur salaire. Ils ont un tribunal dans leur village pour régler les conflits locaux, mais qui peut aussi régler des conflits avec la hiérarchie. On a un exemple d'un ouvrier qui a porté plainte contre un chef violent et qui obtient gain de cause. On a aussi des ouvriers qui sont parfois autorisés exceptionnellement à ne pas se rendre au travail. Et les motifs répertoriés sont dûment notés. On a parfois des ouvriers réquisitionnés par un chef d'équipe ou par le scribe pour des travaux personnels, des ouvriers occupés au brassage de la bière, ou des ouvriers occupés par la momification d'un de leurs proches. Étonnamment, on a des ouvriers autorisés à ne pas venir au travail car leurs femmes ou leurs filles ont leurs règles. Et même quelques exemples d'ouvriers autorisés à rester chez eux car ils ont la gueule de bois. Alors évidemment, le travail est très difficile dans la vallée des rois. Les températures peuvent être assez extrêmes et les ouvriers ne peuvent pas quitter leur village sans autorisation car ils sont au courant des secrets des tombes et il ne faudrait pas que leurs connaissances parviennent à des pilleurs de tombes. Mais vis-à-vis du reste de la population, ils sont tout de même privilégiés. Maintenant qu'on sait un peu comment les ouvriers de la vallée des rois vivent et travaillent, revenons sur le contexte spécifique à la grève, le règne de Ramsès III.
Ramsès III est un pharaon de la 20e dynastie qui régna sur l'Égypte dans la première moitié du XIIe siècle avant notre ère, autour de 1190-1150. Il est souvent considéré comme l'un des, si ce n'est le dernier grand roi de l'Égypte unifié, puisqu'après lui se succèdent différents rois en difficulté sur le plan politique. Le règne de Ramsès III est resté célèbre pour plusieurs événements majeurs. Les tentatives d'invasion des peuples de la mer et des Libyens, la première grève de l'histoire bien sûr, le complot du harem qui lui coûta la vie. Si ces victoires sur les envahisseurs sont retentissantes, elles n'en marquent pas moins le début des ennuis pour l'Égypte, qui montre d'ores et déjà des signes de fragilité qui se traduiront bientôt en un morcellement politique et territorial à la fin du Nouvel Empire. La grève prend place en l'an 29 du règne de Ramsès III, alors que l'Égypte est de plus en plus en difficulté tant sur le plan politique qu'économique. Et oui, remporter des batailles c'est bien pour la postérité, mais ça coûte affreusement cher. Plus de 10 ans de conflit, ça épuise les troupes et les finances de l'État. Ajoutez à ça la grande ambition bâtisseuse de Ramsès III qui veut se placer dans les pas de ses prédécesseurs, et vous obtenez quelque chose de totalement intenable économiquement. On sait aussi que les récoltes et l'inondation ont souvent été décevantes pendant son règne, ce qui fait que l'approvisionnement était de plus en plus compliqué, notamment à Der el-Médina, d'où la colère des ouvriers. De plus, politiquement, la situation n'est pas reluisante. D'un côté, le clergé d'Amon, le plus puissant d'Égypte, se montre de plus en plus autonome. Il possède des terres très vastes et son influence sur le pays lui permet presque de se présenter comme un contre-pouvoir. Si vous ajoutez à cela quelques grandes familles riches qui font leur vie tranquille dans leur province sans répondre aux sollicitations, notamment fiscales, du roi, vous avez là le terreau parfait pour une fin de règne un poil compliquée. En bref, la grève de Der el-Médina n'intervient pas par hasard. Un roi vieillissant, un trésor vide ou presque, une autorité royale contestée, une fragilité politique au niveau extérieur et ainsi de suite, bref, rien ne va. D'ailleurs, cette fragilité du pouvoir fut fatale à Ramsès III, puisqu'au sein de son propre palais, une conspiration fut fomentée par une épouse secondaire afin de substituer à l'héritier proclamé un autre fils royal. Ce complot coûta la vie au roi qui fut égorgé, mais les conjurés furent arrêtés, jugés et condamnés, et c'est bien Ramsès IV qui accéda au trône comme prévu. Mais à partir de là, le Nouvel Empire continue son déclin et l'Égypte est de plus en plus fragilisée à l'intérieur de ses frontières autant qu'à l'extérieur. Ramsès III aura donc bel et bien été le dernier grand pharaon de cette période prospère de l'histoire égyptienne. Venons-en à la grève elle-même. Nous sommes la 29e année du règne de Ramsès III, vers moins 1155. Après 18 jours de retard dans le versement de leur salaire, les ouvriers décident de cesser le travail. Ils quittent leur village de Der el-Médina et se rendent dans le temple funéraire de Thoutmôsis III pour s'y asseoir. C'est donc la première grève et le premier sit-in. Alors pourquoi s'installer dans un temple? Eh bien parce que beaucoup de temples sont des relais de l'administration royale et que le ravitaillement destiné aux ouvriers transite normalement par ces temples. Après être rentrés au village pour dormir, le lendemain, les ouvriers vont cette fois-ci s'installer devant le temple de Ramsès II. Ils restent devant l'entrée toute la nuit à protester, puis ils finissent par rentrer dans le temple lui-même, où ils sont accueillis par des gendarmes et des gardes du temple. Là, le chef des gendarmes vient à leur rencontre pour savoir ce qu'ils veulent. Ils lui disent « La perspective de la faim et de la soif nous a conduit à cesser le travail. Il n'y a plus d'habits, plus de poissons et plus de légumes. Dites-le à Pharaon, notre maître, et au vizir, notre supérieur, pour qu'il nous envoie des provisions. » Le chef des gendarmes va en informer le gouverneur de Thèbes. Ce dernier prend sur lui de fournir aux ouvriers leurs rations pour que le travail puisse reprendre. Les ouvriers obtiennent donc finalement leur salaire, mais avec 21 jours de retard. Du coup, 3 jours plus tard, le jour de paye arrivant et craignant un nouveau retard de paiement, les ouvriers défilent le soir avec des flambeaux jusqu'au temple de Ramsès III où ils passent la nuit. Après de nouvelles discussions avec les représentants des autorités et une probable intervention du gouverneur de Thèbes, les ouvriers reçoivent leur ration et les grèves s'arrêtent. Un mois plus tard, les ouvriers cessent de nouveau le travail et restent sur le chantier dans la vallée des rois en refusant de rentrer. Après de longues discussions avec les chefs d'équipe et le scribe, ces derniers parviennent à convaincre les ouvriers de rentrer. On note que cette fois, les chefs d'équipe et le scribe, donc ceux qui dirigent le chantier, sont opposés à cette grève et font ce qu'ils peuvent pour la stopper, ce qui ne semblait pas être le cas lors de la précédente grève. Cette grève-ci n'est pas motivée par un défaut de livraison de rations, mais parce que les ouvriers veulent dénoncer la mauvaise gestion de l'institution et donc probablement la corruption. On peut par exemple parler du cas de Paneb, qui devint chef d'équipe après avoir assassiné son prédécesseur et soudoyé le vizir. Il se fait ensuite remarquer pour ses nombreuses violences et même pour son vol de pierres initialement destiné à la construction de tombes royales.
À côté de lui, Balkany, il passe pour un rigolo. Il finit par être condamné, et même si cela date de 20 à 30 ans avant la grève de Der el-Médine, c'est un événement qui est resté dans les esprits puisqu'il y est fait référence dans le compte-rendu d'un autre procès qui date du règne de Ramsès III. A noter, un des ouvriers menace d'aller piller des tombes si on le force à reprendre le travail. L'exaspération des ouvriers doit être à un niveau assez élevé pour passer à de telles menaces. Un peu plus d'1 mois plus tard, la distribution de rations souffre d'un nouveau retard, et il se trouve justement que le vizir est de passage à Thèbes pour la préparation d'une fête religieuse. Les ouvriers espèrent donc une visite du vizir pour qu'il vienne personnellement régler le problème. Mais c'est finalement le chef des gendarmes qui vient leur porter un message de sa part, proclamant que les silos sont vides et que c'est pour cela qu'ils n'ont rien reçu. Mais il leur promet de leur donner ce qu'il a pu rassembler. Et 4 jours plus tard, les ouvriers reçoivent la moitié de leur ration. Un des chefs d'équipe propose d'accepter cette moitié, mais d'ensuite se rendre au bord du Nil pour faire connaître leur mécontentement aux employés du vizir. S'il vous plaît. Oui? Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Mais alors qu'ils se mettaient en route, le scribe les rattrape et leur dit qu'ils ont reçu assez pour le moment et que s'ils partent pour le quai, il les traînera en justice. On voit donc que si jusqu'ici les autorités avaient été plutôt conciliantes avec les ouvriers, le ton monte et on a une menace de répression. Peut-être que le scribe avait peur pour son poste si les ouvriers allaient emmerder le vizir. Toujours est-il que 11 jours plus tard, le reste de la ration n'a toujours pas été distribué et les ouvriers reprennent donc la grève, occupant cette fois le temple de Merenta. Le gouverneur de Thèbes passe dans les environs par hasard et les ouvriers l'interpellent. Ce dernier envoie un subordonné informer les ouvriers qu'il va leur avancer 50 sacs de grains pour qu'ils puissent subsister jusqu'à ce que le pharaon leur verse ce qu'il leur doit. On ne sait pas si Ramsès a effectivement fini par les payer, mais il semble que les troubles s'arrêtent là et qu'il n'y ait pas d'autres grèves pendant son règne. Les problèmes récurrents d'approvisionnement qu'ont connus les ouvriers pendant cette période peuvent s'expliquer par le contexte difficile du règne de Ramsès III que Simon a décrit plus tôt. Mais une autre hypothèse, présentée par l'égyptologue Pierre Grandet, explique ces problèmes par l'organisation de la grande fête Sed du souverain, la fête pour laquelle le vizir était de passage à Thèbes lors de la dernière grève. Cette grande fête rassemble la quasi-totalité des hauts fonctionnaires, des grands prêtres et un grand nombre d'Égyptiens. L'organisation de ce rassemblement aurait donc provoqué les problèmes logistiques dont ont souffert les ouvriers de Der el-Médine. Et en ce qui concerne la tombe sur laquelle travaillaient les ouvriers, la tombe de Ramsès III, eh bien ça tombe bien puisque Simon a directement bossé dans cette tombe, il va donc pouvoir nous en parler un peu. Ramsès III fut enterré dans la vallée des rois, comme le voulait la coutume à l'époque, et sa tombe est toujours accessible au public aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'une des mieux conservées de la vallée. Enfin, en partie, parce que les chambres inférieures, notamment celles du sarcophage, sont toujours en cours de fouilles et de restauration. Et j'en sais quelque chose puisque je travaille justement sur ce site archéologique pour reconstituer la décoration de la chambre funéraire. D'ailleurs, si vous voulez nous filer un petit coup de main, l'équipe a ouvert un financement participatif pour pérenniser les fouilles et, on l'espère, à terme, pouvoir ouvrir toute la tombe au public. Merci à toutes et à toutes d'avoir regardé, un grand merci à Simon pour son aide à la confection de cette vidéo. Si l'histoire de l'Égypte antique et sa mythologie vous intéresse, je vous conseille grandement sa chaîne YouTube, c'est un must. Mes vidéos préférées sont celles où il raconte sur un ton décalé les grandes histoires de la mythologie égyptienne, un peu à la manière de ce que faisait Jean Rochefort dans les bolos des belles lettres. Quant à moi, j'ai ouvert un Ko-fi et une page KissKissBankBank si jamais vous voulez soutenir mon travail financièrement. Les liens sont en description. Sinon, le like, le commentaire et le partage, ça aide déjà énormément. A la prochaine, et en attendant, n'oubliez pas de faire comme John Hammond.